Nous allons donc consacrer le premier chapitre de ce cours de philosophie politique aux principes généraux du libéralisme politique. Alors, les choses sont parfois simples. Quand vous entendez libéralisme politique, vous entendez avant tout la valeur centrale qui caractérise le libéralisme politique, la liberté. Mais ce serait trop simple si à la fois on pouvait limiter le libéralisme politique à la défense de la liberté, et si inversement on pouvait dire que tous les défenseurs de la liberté comme valeur centrale sont des libéraux. En fait, ce qui caractérise le libéralisme politique, ce n'est pas simplement l'importance accordée à la liberté, c'est une conception bien spécifique de la liberté. La liberté que l'on pourrait qualifier comme indépendance, là où les rationalistes modernes, notamment les rationalistes allemands, pensons donc à Kant, définissaient davantage la liberté par la notion, nous l'avons vu, d'autonomie. Donc il faut bien comprendre ces distinctions entre deux conceptions en fait assez différentes de la liberté. La liberté comme indépendance et la liberté comme autonomie. En fait, lorsque nous avions vu le concept d'autonomie, nous avons bien mis en évidence que pour les partisans de la morale kantienne, notamment la morale de l'autonomie, nous agissons librement uniquement lorsque nous agissons conformément à notre raison, lorsque nous parvenons à soumettre notre sensibilité, à nous libérer de l'entrave de nos pulsions, de nos instincts, de nos désirs sensibles, pour nous assurer que nous les soumettons toujours à la régulation de la raison. Et ce n'est que lorsque nous agissons comme êtres doués de raison, sur base de notre volonté d'être raisonnable et pas en étant dominés par nos instincts, en définitive, qui font de nous que des animaux, donc ce n'est que quand nous agissons conformément à notre raison que nous agissons réellement librement. Et donc, c'est ça qui était central au concept de liberté comme autonomie, et c'est ça précisément que le libéralisme entend rejeter au profit d'une conception en fait peut-être plus simple, plus intuitive, plus naturelle pour nous de la liberté, qui est simplement le fait de pouvoir agir conformément à nos souhaits, qu'il ceci soit raisonnable ou non n'a pas forcément besoin d'être discuté, sans que d'autres viennent interférer avec notre volonté. Donc la liberté comme indépendance ou comme non-interférence, si vous préférez le dire négativement, c'est simplement le fait de pouvoir agir comme on le souhaite, sur base de nos envies, sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne exercer une forme ou une autre de contrainte externe qui nous empêche de poser les actions que nous souhaitons. Donc, on voit donc à cette liberté comme indépendance correspond en définitive au simple libre arbitre dans la doctrine de Kant, auquel il opposait le concept d'autonomie qu'il défendait dans la mesure où il considérait que la dignité de l'homme résidait dans le fait qu'il était un être doué de raison et non seulement un être sensible comme un animal. Mais on a vu tout l'enjeu de la doctrine kantienne, tout l'enjeu d'une conception de la liberté comme autonomie, c'est de se demander qu'est-ce que cela signifie agir conformément à la raison. Quand pouvons-nous avoir le sentiment d'agir selon des principes qui peuvent être universalisés selon la formule kantienne? En fait, les libéraux vont s'inscrire dans une critique de ce rationalisme abstrait parce que justement, il conduit à une conception extrêmement abstraite elle-même aussi de la liberté. En effet, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal dans ce concept de liberté comme autonomie. Cela signifierait en effet que nous agissons librement, en définitive, uniquement lorsque nous agissons sur base de principes qui peuvent être universels, qui peuvent être communs à tout le monde. C'est comme si nous n'étions réellement libres que lorsque nous renoncions à tout ce qui faisait notre individualité à chacun d'entre nous. Lorsque nous agissons sur base des mêmes principes que les autres. En fait, ce n'est pas cette liberté-là, on l'a vu d'ailleurs, je répète en philosophie morale, c'est moins la liberté de vous, de moi, des individus, que la liberté du sujet transcendantal, la liberté de l'être humain avec un grand H, plutôt que celle des individus concrets. Donc, premier paradoxe, la liberté, ce qui devrait donc caractériser ce que nous avons en propre chacun, n'apparaîtrait en fait réellement authentique que lorsque nous agissons sur base de principes identiques aux actions des autres. Premier paradoxe auquel on va ajouter un second,
Cela signifie qu'en définitive, vous pouvez, sans limiter la liberté de quelqu'un, vous pouvez le contraindre, vous pouvez interférer avec ses choix parce que votre interférence serait justifiée par la raison. C'était ce que nous avons vu dans la présentation, la phrase finalement de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, on pourrait dire pas de liberté pour ceux qui agissent contrairement à la raison. Alors ça a quelque chose, rien qu'en le disant, ça a quelque chose d'extrêmement violent, dans la mesure où on pourrait vous dire « moi je sais ce qui est conforme à la raison, et donc je t'empêche d'agir comme tu le veux, et pourtant je ne réduis pas ta liberté, au contraire, je te rends libre. La raison rend libre, la contrainte rend libre. » Le travail rend libre, on dit d'autres, aux portes des camps de concentration. Donc on voit bien à quel point cette confiance dans la vérité de son jugement est porteuse des dérives dogmatiques, des dérives totalitaires que nous avons soulignées dans l'introduction. Et pourtant, c'est quand même pas si évident, parce que si on voit effectivement comment cette conception de la liberté comme autonomie peut justifier un pouvoir de contrainte, et un pouvoir de contrainte totalitaire dans le chef de l'État, en fait, c'est quand même une conception qu'on a du mal à balayer, qu'on a du mal à trouver totalement dénuée de sens. Au contraire, c'est quelque chose que l'on trouve, si je puis utiliser le terme, justement, très raisonnable dans bien des circonstances. Pensez à toute théorie de l'éducation, pensez à la relation entre les parents et les enfants, pensez justement à ces jeunes enfants qui, par définition, ne sont pas encore capables de poser un jugement raisonnable, ne sont pas encore capables de s'assurer que ce qu'ils ont envie de faire dans un moment donné, ce qui serait l'expression de leur liberté comme indépendance, est ou non conforme à la raison. Et combien on trouve naturel que les parents, les personnes en charge de l'éducation vont pouvoir utiliser la contrainte, la sanction, la menace, voire le chantage plus ou moins affectif, que sais-je, pour imposer en définitive à un enfant d'agir autrement que ce qu'il aurait souhaité naturellement. Et pourtant, on n'a pas forcément l'impression que c'est scandaleux, que les parents limitent la liberté de leurs enfants. Au contraire, la plupart des parents, ce qu'ils cherchent à faire, c'est éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent s'émanciper, pour qu'ils puissent devenir pleinement libres. Le but de l'éducation est justement de rendre les gens raisonnables, de leur permettre d'agir conformément à la raison plutôt qu'à leurs pulsions immédiates, leurs envies, leurs instincts encore mal maîtrisés chez les jeunes enfants par excellence. Donc là, on est en plein, lorsqu'on pense à l'éducation, on est en plein dans le concept de liberté comme autonomie, on est en plein dans l'idée qu'il n'y a réellement d'action libre que dans la mesure où elle peut être raisonnée, si ce n'est raisonnable en tout cas, qui est une volonté capable de réfléchir sur elle-même, capable de remettre en question ce qu'elle envisage de faire naturellement, de remettre en question ses instincts. Mais pensez peut-être aussi à vous ou à certains de vos amis en fin de soirée, lorsque l'alcool aidant, on n'est plus tout à fait au clair, et si l'un de vos amis souhaite monter sur un mur étroit au-dessus de la Meuse ou de la Sambre, et commencer à faire des figures de gymnastique sur ce muret, est-ce qu'il agit librement faisant cela ? Est-ce que respecter sa liberté, c'est rester à l'écart, le regarder et se demander si, oui ou non, il va tomber? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité, justement, d'intervenir, d'interférer? Est-ce que, finalement, vous ne défendez pas mieux sa liberté en interagissant, en l'empêchant de faire ce que, pourtant, il souhaite à ce moment-là, mais qu'il souhaite de manière non raisonnable? Vous êtes en tout cas convaincu que s'il avait la pleine conscience de ses actes, il ne poserait pas le même acte. La réflexion vaut a fortiori, non pas pour quelqu'un qui voudrait marcher sur un muret, mais pour l'un de vos amis qui aurait manifestement trop bu, aurait les clés de sa voiture en main et s'apprêterait à rentrer chez lui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce qui est le plus respectueux de sa liberté? Le laisser faire? Ou agir, non pas sur base de ce qu'il exprime à ce moment-là, mais sur base de ce qu'il souhaiterait que vous fassiez s'il était pleinement conscient, s'il était pleinement capable de poser un jugement raisonnable sur l'action qu'il est en train de commettre. Voilà,
deux exemples très concrets pour montrer que cette liberté comme autonomie est loin d'être absurde. Néanmoins, on voit tout de même à quel point elle est mal maîtrisée, ou si on défend le concept de liberté comme autonomie dans le chef d'un État qui pense de manière dogmatique savoir mieux que les autres ce qu'est la raison. Je pense à l'État, mais vous avez sûrement déjà eu dans votre entourage des personnes posant des jugements clairs, affirmés et voulant imposer leur volonté, disant c'est ainsi qu'il faut agir. Je suis sûr que vous avez pensé aussi que parfois vos parents oubliaient que vous aviez grandi, oubliaient que vous étiez maintenant capable de poser réellement des actes en pleine conscience, oubliaient que vous étiez définitivement des êtres indépendants et que votre liberté devait être respectée. Donc, vous voyez bien toutes les tensions, à la fois, si je prends un jeune enfant, vous allez sans doute être d'accord, mais à quel moment doit-on considérer qu'un être a perdu sa capacité de poser un jugement raisonnable? On voit bien que la tension, la recherche d'émancipation, la recherche de liberté va amener à contester la personne, l'autorité qui serait en mesure de décider ce qui est ou non raisonnable. C'est exactement la même chose sur le plan politique. C'est exactement la même chose face à un État qui serait l'incarnation de la raison et de la nécessité de pouvoir contester le fait qu'une autorité est capable de déterminer pour chacun ce qui est raisonnable et dès lors de contraindre les comportements sans pour autant que cette contrainte soit vécue comme étant ou présentée comme étant une restriction de la liberté.